Gâcher de la bonne nourriture pour toi. C'est adorable. La grande salle de réception tout entière a semblé se figer. Sa robe captait la lumière de tous les projecteurs. À ma table, il n'y avait même pas un verre d'eau ni un carton nominatif. Juste un rappel brutal de ma place exacte dans cette famille. Mes parents ne m'ont pas défendu. Mon père a même marmonné que je devrais peut-être partir. Alors, je suis partie. Je suis sortie en passant devant les chuchotements, les sourires en coin, emportant avec moi quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ni la colère, ni la honte. Avant que je vous raconte comment tout s'est effondré autour d'eux, dites-moi, d'où est-ce que vous m'écoutez? Quant à ce moment précis, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de perdre. J'ai grandi dans un quartier résidentiel tranquille en périphérie de Bordeaux, le genre d'endroit avec des pelouses bien entretenues, des sourires de politesse, et des familles qui semblaient parfaites vues de l'extérieur. La nôtre aussi paraissait parfaite, du moins sur les photos. Dans chaque cadre qui ornait notre couloir, Manon se tenait au centre, radieuse, pleine d'assurance, habillée comme si le soleil avait été conçu juste pour l'éclairer elle. Et moi, j'étais toujours au bord du cadre, un peu trop silencieuse, un peu trop observatrice, un peu trop à côté de la plaque. Ma mère, Sylvie, n'a jamais dit qu'elle préférait Manon. Elle n'en avait pas besoin. C'était dans la façon dont sa voix devenait plus légère, plus chaleureuse, dès que Manon entrait dans une pièce. C'était dans sa manière de soupirer en me regardant, comme si j'étais le grésillement qui parasitait sa chanson préférée. Et mon père, Charles, eh bien, il mesurait la valeur humaine en CV et en salaire, et mon travail de consultante indépendante depuis la maison ne correspondait pas à l'image dont il voulait se vanter. « Tu as besoin d'un vrai travail », disait-il, sans même lever les yeux de son journal. Mais la vérité, c'est que j'en avais un, simplement pas un qu'il comprenait. Mon intuition a toujours été aiguisée. Trop aiguisée, si vous demandez à mes parents. Quand j'avais 11 ans, j'ai prévenu ma mère que le nouvel ami d'affaires de papa me tordait l'estomac. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Son sourire forcé, ses mains nerveuses, l'étrange énergie qui l'entourait et que je n'arrivais pas à ignorer. Maman m'a repoussée, me disant que j'imaginais encore des choses. 2 mois plus tard, ce même homme a vidé l'un des comptes de papa et a failli nous faire perdre la maison. Aucune excuse, juste le silence. Le genre de silence qui vous dit que la vérité n'a pas d'importance quand elle vient du mauvais enfant. C'est au collège que quelqu'un m'a écouté pour la première fois. J'ai dit à une professeure que quelque chose n'allait pas avec un entraîneur remplaçant. La façon dont il fixait les élèves trop longtemps, la façon dont l'air semblait malsain autour de lui. Elle m'a fait confiance, et elle a eu raison. Il a été surpris en train d'installer une caméra cachée dans le vestiaire des filles. Ce jour-là a tout changé, car cette enseignante m'a présenté à sa tante, Geneviève, une consultante à l'esprit plus affûté qu'une lame de rasoir. Geneviève n'a pas sourcillé quand je lui ai parlé de mon intuition. Elle ne m'a pas traité d'hystérique ou de bizarre. Elle a dit, ton esprit voit des ombres que les autres font semblant d'ignorer. Ce n'est pas un défaut, Chloé. C'est un avantage stratégique. Sous sa direction, j'ai appris à lire les schémas, à décortiquer les motivations des gens, à voir le monde des affaires comme certains voient les équations. À l'université, j'aidais discrètement des entreprises à se remettre de désastres. Mais à la maison, j'étais juste la fille en chaussettes devant son ordinateur portable, celle qui payait une partie des factures du foyer pendant que tout le monde continuait d'insister sur le fait qu'elle ne faisait rien. Pendant ce temps, Manon vivait comme si le monde était doux et capitonné juste pour elle. Promotion, compliments, éloges, tout lui tombait dessus, comme si c'était commandé d'avance. Quand elle a annoncé ses fiançailles avec Lucas, la pièce s'est illuminée comme si on avait branché mes parents sur une prise électrique. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine au moment où je lui ai serré la main, un avertissement. Mais quand j'ai essayé de dire gentiment à Manon de ralentir, elle a ri comme si j'étais un inconvénient mineur dans son orbite par ailleurs parfaite. Et ce fut le début. Le début de tout ce qui mènerait finalement à cette salle de réception, à cette table sans eau, et à cette phrase qui m'a transpercée comme du verre. J'aimerais vous dire que j'ai été surprise par ce qui a suivi, par la façon dont les choses ont changé après l'annonce des fiançailles de Manon. Mais la vérité,
c'est que le courant sous-jacent était là bien avant la bague. Il se manifestait par petits moments, du genre que vous manquez presque si vous n'êtes pas attentif. Mais moi, je suis toujours attentive. C'est la seule chose que je n'ai jamais réussi à éteindre. Lucas est entré dans notre famille comme quelqu'un qui monte sur une scène qu'il croit déjà posséder. Il serrait les mains un peu trop fort, souriait un peu trop largement, et parlait avec des phrases polies qui sonnaient comme si elles étaient mémorisées. La plupart des gens y voyaient de l'assurance. Moi, je voyais quelque chose de creux, comme un tambour trop tendu. Quand il regardait Manon, la chaleur de son expression n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Et quand il me regardait, il ne me regardait pas longtemps du tout, comme si j'étais un détail qu'il ne voulait pas reconnaître. Au dîner de fiançailles, je l'ai surpris en train de scanner la pièce comme on scannait des étiquettes de prix. Manon s'accrochait à son bras, riant trop fort à des blagues qu'il avait à peine terminées. Mes parents les regardaient comme s'ils assistaient à un événement royal. Toute la soirée avait ce vernis brillant et trop parfait qui fait toujours flamber mes instincts. J'ai essayé de l'ignorer, jusqu'au moment où Lucas a pris Manon à part près de la porte de la cuisine. Ils ont chuchoté vivement, Manon faisant semblant de sourire, Lucas lui serrant le bras un peu trop fort. Quand ils sont revenus, le rouge à lèvres de Manon était bavé sur le coin de la bouche et la mâchoire de Lucas semblait crispée. Personne d'autre n'a remarqué. Il ne remarque jamais les fissures jusqu'à ce que tout se brise. 2 jours plus tard, l'email groupé est parti. C'était soi-disant un rappel pour le mariage, mais n'importe qui avec un minimum de perspicacité pouvait lire le vrai message. Place limitée, pas d'accompagnant sauf approbation préalable. Merci d'être raisonnable, pas de profiteur. Ce n'était même pas subtil. Et comme j'étais la seule à venir seule, tout le monde savait exactement à qui s'adressait cette ligne. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas de réponse, pas de réaction. Ça déconcerte toujours les gens quand la personne silencieuse ne mord pas à l'hameçon. Ma mère, cependant, n'a pas pu laisser passer ça. Tu ne vas pas nous faire de problème au mariage, n'est-ce pas, a-t-elle demandé lors d'un dîner quelques nuits plus tard, sans me regarder, servant plutôt des pommes de terre dans l'assiette de Manon. Quel genre de problème, ai-je demandé. Tu sais comment tu es, a-t-elle murmuré, agitant la main comme pour chasser une mouche. Comment j'étais. Comme si sentir le danger était un défaut, comme si avoir raison trop souvent mettait les gens mal à l'aise. Puis est venu le rendez-vous pour l'essayage. Manon voulait un « moment en famille », ce qui était son code pour avoir un public. Elle a tournoyé dans une robe sirène pendant que maman versait une larme, et je me tenais sur le côté, tenant une boîte d'épingles abandonnée. Lucas est arrivé à mi-parcours, a vérifié l'étiquette de prix sur la robe avant d'embrasser le front de Manon. Mon père a ri, pensant que c'était anodin. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Quand Manon m'a demandé ce que je pensais de la robe, je lui ai dit la vérité. Elle est magnifique, ai-je dit. Elle a plissé les yeux. Tu as dit ça trop vite. Il y a des moments où l'on sent le sol bouger sous ses pieds, vous avertissant que quelque chose de plus grand se prépare. C'en était un. La semaine du mariage, l'énergie dans la maison était si épaisse qu'on aurait pu s'étouffer. Maman aboyait des ordres, papa vérifiait 2 fois les plans de table qu'il n'avait pas créés, et Manon flottait au milieu de tout ça comme une tempête couverte de paillettes. Chaque fois que Lucas ouvrait la bouche, j'avais la chair de poule. Chaque fois que Manon m'ignorait, quelque chose se serrait un peu plus en moi. Le matin où nous sommes partis pour le lieu de réception sur la Côte d'Azur, j'ai ressenti cette même sensation de froid que j'avais eue en rencontrant Lucas pour la première fois, comme si quelqu'un avait laissé une fenêtre ouverte dans ma cage thoracique. Mais je n'ai rien dit. J'ai regardé l'autoroute défiler, j'ai regardé Manon faire défiler ses messages, j'ai regardé mes parents prétendre que tout était parfait. Ils ne le savaient pas encore, mais l'histoire qu'ils avaient construite la fille en or, la sœur silencieuse, le couple parfait commençait déjà à se fissurer. Et aucun d'eux n'était prêt pour ce que ces fissures allaient révéler. Le lieu du mariage se trouvait dans un domaine hôtelier de luxe sur un bout de côte près de Saint-Tropez. Le genre d'endroit qui existe principalement pour les albums photos, pierre blanche, balustrade en verre, composition florale qui sentait cher. Les gens n'arrêtaient pas de dire que le temps était parfait, mais pour moi,
l'air semblait trop calme, comme le moment juste avant qu'une tempête n'éclate. Je suis arrivée plus tôt que le reste de ma famille, en partie parce que je voulais éviter le chaos, en partie parce que j'avais besoin d'un moment seul. Le hall bourdonnait d'invités en robe pastel et costumes sur mesure. Tout le monde parlait de Manon comme si elle était le personnage principal de leur week-end. Ils m'ont à peine jeté un regard, et honnêtement, je préférais ça. Quand mes parents sont entrés, ils m'ont fait un rapide signe de tête avant de se précipiter pour aider Manon avec les dernières retouches. Je suis restée en retrait, appuyée contre un pilier de marbre frais, pendant que Manon traversait le hall avec Lucas derrière elle. Elle était magnifique, pas seulement au sens physique, mais de la manière dont quelqu'un semble magnifique quand le monde entier l'a convaincue qu'elle est intouchable. Lucas m'a regardé une fois, et pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. L'expression sur son visage n'était pas de l'agacement. Ce n'était pas non plus de la suffisance. C'était de la conscience, comme s'il me reconnaissait comme une menace qu'il ne comprenait pas. Il a immédiatement détourné le regard. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû avertir Manon à nouveau. Mais que dire à quelqu'un qui a déjà décidé qu'elle n'a pas besoin de vous? Lors de la répétition, les premières vraies fissures sont apparues. Manon a crié sur un coordinateur parce que les bougies de l'allée n'étaient pas assez symétriques. Lucas a reproché à un témoin d'avoir gâché le timing alors que c'était lui qui était entré en retard. Mes parents se tenaient à leur côté, tous deux avec un sourire crispé, trop investis dans l'image pour voir la réalité vaciller sous leurs pieds. Pendant que tout le monde répétait, j'ai erré vers la salle de réception. La plupart des tables étaient déjà dressées, assiettes dorées, verres en cristal, centre de table imposant. C'était beau d'une manière qui me faisait presque oublier la tension qui vibrait sous la surface. Puis j'ai trouvé ma table. Elle était au fond, contre un mur, pratiquement cachée derrière un pilier. Pas de centre de table, pas de verre d'eau, pas de carton nominatif, juste une installation vide qui ressemblait moins à une erreur qu'à une intention. Je suis restée là un long moment, absorbant la scène, le bourdonnement des conversations des tables principales, le léger parfum de sel dans l'air venant de la mer, et la prise de conscience qui s'installait dans ma poitrine. Ce n'était pas un oubli. C'était la préparation d'une humiliation. Plus tard, quand j'ai interrogé une serveuse qui passait, elle a hésité avant de dire « On m'a dit que celle-ci était en autogestion ». Elle s'est dépêchée de partir avant que je puisse répondre, laissant ces mots en suspens comme de la poussière dans l'air. En autogestion. Dans une salle de réception avec traiteur de luxe, seule ma table l'était. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je me suis assise sur le bord du lit, fixant la robe bleu marine que j'avais préparée pour la cérémonie. Je l'avais choisie parce qu'elle me calmait, me donnait l'impression d'être ancrée, d'être moi-même. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était aussi une armure. Pas accent grave l'œil, pas pour le spectacle, juste assez solide pour me rappeler que je n'étais pas aussi fragile que ma famille le pensait. Je pouvais sentir l'effilochage, les dérapages subtils, la tension qui se resserrait comme un fil tiré. Et je savais, sans vraiment savoir pourquoi, que le lendemain n'allait pas être le conte de fées que Manon imaginait. Elle poussait quelque chose, ou quelqu'un, trop loin. Et quand on tire sans cesse sur un fil, toute la robe finit par se défaire. Le matin du mariage avait un goût de sel et de nervosité. Même l'air semblait plus lourd, comme si le littoral lui-même sentait ce qui allait arriver. J'ai enfilé ma robe bleu marine, lissant le tissu sur mes côtes. C'était comme une seconde peau, calme, stable, tout le contraire du spectacle scintillant que la journée exigeait de tout le monde. Quand je suis sortie de ma chambre d'hôtel, tout sentait le parfum et la pression. Les invités glissaient dans les couloirs vers la cérémonie, leur voix s'élevant dans une excitation polie. Je marchais parmi eux comme un fantôme, visible mais inaperçu. La musique du violon flottait dans le couloir alors que j'approchais de l'entrée de la salle de réception. Élégante, douce, en totale contradiction avec la tension nouée derrière mon sternum. À l'intérieur, la pièce scintillait, la lumière se dispersait sur le sol poli, attrapant les paillettes des robes et les accents dorés des tables. Manon se tenait près de l'avant, entourée de ses demoiselles d'honneur, son voile déployé derrière elle comme si elle posait pour une couverture de magazine. Elle ne m'a pas remarqué au début. Pourquoi l'aurait-elle fait?
J'avais été un personnage secondaire dans sa vie pendant des années. Je me suis dirigée vers ma table, la même que celle de la répétition, toujours poussée contre le mur, toujours sans eau, sans couvert, ni carton nominatif. Sauf que cette fois, les autres tables étaient maintenant entièrement dressées, le vin servi, les corbeilles de pain remplies, les serveurs se déplaçant avec fluidité de groupe en groupe. Pas à la mienne. Quand j'ai croisé le regard d'une serveuse, elle s'est figée comme si elle avait été prise en faute. « Excusez-moi » ai-je dit doucement. « Y a-t-il un retard pour cette table ?» Elle a jeté un œil à son plan, puis m'a regardé, la culpabilité montant à ses joues. On m'a dit que celle-ci était en autogestion. Les mots sont tombés comme des pierres. Dans une salle avec traiteur, ai-je demandé. Elle a dégluti. Je suis vraiment désolée. Puis elle s'est empressée de partir. L'humiliation n'était pas surprenante. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point elle ne me surprenait pas, comme si je m'étais préparée à ce moment toute ma vie. Je me suis assise quand même. La cérémonie elle-même fut un flou de tissu blanc, de vœux qui sonnaient comme des légendes Instagram soigneusement sélectionnées et de Manon souriant comme si elle avait gagné quelque chose. Lucas se tenait à côté d'elle dans un costume qui semblait être un déguisement, des lignes nettes cachant un noyau vide. Quand ils se sont embrassés et que la salle a éclaté en applaudissements, j'ai applaudi aussi, non par joie, mais par résignation. C'était le monde qu'ils voulaient, l'image qu'ils avaient construite, et je n'y avais jamais eu ma place. Après la cérémonie, les invités ont afflué dans la salle de réception. Des rires, des verres de champagne qui s'entrechoquaient, des assiettes pleines de nourriture qu'on ne m'avait pas offerte. Je suis restée assise, silencieuse, le mur frais dans mon dos. C'est à ce moment-là que Manon m'a vue. Elle s'est détachée d'un groupe de demoiselles d'honneur et s'est approchée, le bruissement de sa robe et son parfum arrivant avant ses mots. Elle s'est penchée, son sourire si mielleux qu'il m'en donnait mal aux dents. Gâcher de la bonne nourriture pour toi. C'est adorable. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Les gens les plus proches de nous l'ont entendu. Ceux plus loin ont senti le changement, les têtes se tournant, les chuchotements s'enflammant comme des étincelles. J'ai cligné des yeux, abasourdi, même si je m'étais préparée à quelque chose. Juste pas à ce niveau de précision, à ce niveau de cruauté. Elle a penché la tête. Tu peux juste laisser le cadeau et rentrer à la maison. À la maison. Un endroit où l'on avait besoin de moi quand les factures arrivaient, mais où l'on m'oubliait à chaque célébration. Je sentais tous les yeux sur moi. La douleur ne venait pas de ces mots. Elle venait de voir mes parents, debout à quelques mètres de là, regardant, ne faisant rien. Ma mère regardait ses fleurs. Mon père a pris une gorgée de vin, puis a marmonné, eh bien, peut-être qu'elle devrait y aller. Et ce fut tout. Le moment où le dernier fil a cédé. Je me suis levée lentement. La pièce semblait se dilater et se contracter autour de moi, comme un poumon luttant pour respirer. Ma serviette a glissé de mes genoux et est tombée sur le sol dans un doux murmure. D'accord, ai-je dit, forçant un petit sourire. Je vais y aller. Manon a eu un sourire suffisant. Victoire. Mais je n'avais pas fini. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai ajouté, mais sachez une chose. Vous allez tous le regretter. L'air a changé. Quelqu'un à la table d'honneur a fait tomber une fourchette. Une demoiselle d'honneur a aspiré une bouffée d'air. Manon a cligné des yeux, la confusion tranchant à travers sa suffisance. Avant qu'elle ne puisse répondre, une chaise a raclé bruyamment près de l'avant. Un homme grand en costume gris ardoise s'est levé, Guillaume, le frère aîné de Lucas. Je ne l'avais pas vu de la matinée. Moi, ça m'importe, a-t-il dit, sa voix coupant à travers la salle comme de l'acier enveloppé de calme. Et vous devriez l'écouter. Toutes les têtes se sont tournées. Manon a ricané. Pardon ? Vous êtes qui ? Guillaume, a-t-il répondu. Le frère de Lucas. Lucas s'est raidi à côté d'elle. Guillaume a continué. Je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas gâcher votre journée. Mais Chloé a raison. Il avait bien prononcé mon nom. Vous allez le regretter,
a-t-il dit d'un ton égal. Tout. La salle est tombée dans un silence plus profond. Puis Guillaume s'est tourné vers la foule. Puisque tout le monde ici aime tant les apparences, arrachons la dernière. Lucas n'est l'héritier de rien. L'entreprise de notre père a déposé le bilan il y a 6 mois. Il est au chômage depuis. Des halètements ont traversé la pièce. Manon s'est tournée brusquement vers Lucas. Quoi? Dis-moi qu'il ment. La mâchoire de Lucas s'est contractée. Je n'ai jamais dit que j'étais au chômage. Tu as laissé entendre que tu allais reprendre l'affaire, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je ne t'ai pas forcé à signer quoi que ce soit, a-t-il marmonné. Et puis tout a éclaté. Le bail de l'appartement a son nom. Les faux délais, le mariage soudain, la stabilité fabriquée. Le visage de Manon est devenu blême sous son maquillage. Mes parents étaient figés. La main de Sylvie tremblait sur son collier. Charles a juré entre ses dents, réalisant soudain que l'image dorée qu'il vénérait était en train de s'effondrer. Mais la débâcle n'était pas terminée. Une autre voix s'est élevée d'une table près de l'avant. Ferme, plus âgée. Assez. Monsieur Dubois se tenait là, impeccablement vêtu, ses cheveux argentés reflétant la lumière du lustre. Les yeux de Manon se sont écarquillés. Monsieur Dubois, il l'a ignoré. Il m'a pointé du doigt. Je suis venu ici par respect, a-t-il dit. Pas pour vous. Pour elle. Une onde de choc a traversé la pièce. Chloé a sauvé mon entreprise il y a 6 mois. Discrètement, efficacement, brillamment. Vous profitez tous de la stabilité. Remerciez-la. La mâchoire de Manon est tombée. Mes parents me fixaient comme s'ils ne m'avaient jamais vue. Monsieur Dubois a poursuivi, elle n'a pas besoin des projecteurs ni de votre approbation. Elle avait juste besoin d'être entendue. Manon a chancelé, manquant presque de trébucher sur ses talons. Des chuchotements ont éclaté. Question, choc, regret. Un invité près de la table des cadeaux a demandé à voix haute, est-ce qu'on peut se faire rembourser les cadeaux? Quelqu'un d'autre a murmuré, ils ne lui ont vraiment pas servi à manger? Un autre a soufflé, Manon est fini. Et moi j'ai inspiré profondément, lentement. Pour la première fois de la journée, l'air ne m'étouffait pas. Guillaume s'est approché, posant une main stable sur mon épaule. Allons-y, a-t-il dit doucement. Cet endroit est en train de sombrer. J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis ensemble, passant devant les paillettes tombées du rêve parfait de Manon, devant le silence stupéfait de mes parents, devant l'épave qui se décomposait derrière nous. Lorsque les portes de la salle se sont refermées, la brise marine m'a frappé le visage. Pas froide, mais pure, comme un nouveau départ. Derrière nous, le mariage brûlait. Devant moi, quelque chose d'autre s'ouvrait. Quelque chose qui, enfin, semblait m'appartenir. Les retombées ont été plus rapides que prévu. Dès le lundi matin, des extraits du mariage circulaient en ligne, des vidéos tremblantes de la crise de nerfs de Manon, de la révélation calme de Guillaume, de Monsieur Dubois prononçant mon nom devant 200 invités stupéfaits. Les gens adorent les désastres bien orchestrés, et celui-ci s'était pratiquement offert en cadeau à Internet. Lucas a disparu, bloquant Manon, bloquant Guillaume, bloquant la moitié des invités. Il a quitté la ville avant que quiconque puisse exiger des réponses. L'appartement pour lequel Manon avait signé, bail non remboursable. Les paiements s'accumulaient comme des sables mouvants. Puis l'onde de choc a atteint mes parents. Sans l'argent que je couvrais discrètement les charges, les réparations, même certaines de leurs factures en retard, leur façade parfaite s'est fissurée. Ils ont loué la chambre d'amis. Charles a pris un travail à temps partiel. Sylvie a commencé à vendre des antiquités en ligne, prétendant que c'était un passe-temps. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. Ils n'ont appelé que pour demander si je pouvais aider Manon à traverser cette période difficile. Je n'ai pas pris l'appel. Pendant ce temps, mon monde s'est enfin élargi au lieu de rétrécir. J'ai emménagé dans un petit appartement dans le centre de Bordeaux. Rien d'extravagant, mais plein de lumière, avec de l'espace pour mes carnets et mes sessions de stratégie nocturne.
Après que le fiasco du mariage soit devenu viral dans les cercles d'affaires, les clients m'ont contacté sans arrêt. Monsieur Dubois m'a présenté à 2 PDG. Geneviève a presque pleuré en voyant mon agenda se remplir. Pour la première fois, je ne survivais pas à ma vie. Je la vivais. Et ce qui était étrange, c'est qu'aucun d'eux ne me manquait. Au début du printemps, le bruit autour du mariage s'est enfin calmé, ne laissant que les morceaux avec lesquels chacun devait vivre. Manon a été l'une des premières à briser le silence. Elle s'est présentée à mon appartement un vendredi après-midi. Pas de talons, pas de sac de créateur, juste une fille fatiguée aux yeux gonflés et à la voix qui tenait à peine. « Je n'ai pas besoin d'argent », a-t-elle dit. Je ne sais juste pas où aller d'autre. Pendant un instant, j'ai vu la sœur que j'avais autrefois imaginée. Pas celle qui s'était moquée de moi dans une salle de bal. Pas celle qui avait cru Lucas plutôt que la logique. Juste quelqu'un qui était enfin tombé d'assez haut pour voir le sol sur lequel j'avais vécu toute ma vie. Je l'ai laissée entrer, avec des règles. Pas de mensonges, pas d'insultes, pas d'excuses. Elle a hoché la tête, reconnaissante, d'une manière que je n'avais jamais vue. Guillaume a aussi gardé le contact. Des nouvelles en douceur, sans pression, une présence calme et stable qui me semblait nouvelle, mais sûre. Peut-être que quelque chose naîtrait de là. Peut-être pas. Pour une fois, je ne me sentais pas pressée de le définir. Un soir, debout près de ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller, j'ai réalisé quelque chose de simple et de tranchant. Être la discrète ne m'a jamais rendue faible. Cela a seulement poussé les gens à sous-estimer le moment où je choisirais enfin de me faire passer en premier. Si vous avez déjà été la personne qu'on ignore, celle qu'on sous-estime, partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.